Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous accueillir dans le cadre de cette soirée thématique organisée par l'Institut de recherche en sciences et technologies de la santé et également par le MUMONS, dans un contexte évidemment bien précis qui est celui des actions menées pour le Télévis. Alors, pour l'Institut, c'est évidemment important de vous recevoir ce soir. Ça nous permet d'ouvrir nos laboratoires de recherche afin de discuter avec vous, d'aborder un sujet qui est certainement encore trop présent dans notre quotidien, à savoir le cancer. Alors, bien sûr, pour avoir ces échanges, nous allons accueillir ce soir différents experts, un panel d'experts, avec aussi bien des cliniciens, mais aussi des chercheurs de nos laboratoires. Et je me permets peut-être de présenter ces experts du domaine que vous aurez évidemment l'occasion ensuite de revoir au travers de cette table ronde. Alors, je vais commencer par le professeur Myriam Remeling, qui est anatomopathologiste, qui est chef directrice du service d'anatomie pathologique des hôpitaux universitaires de Bruxelles, et en l'occurrence, le professeur Remeling est également enseignante chez nous dans le cursus médecine. Elle abordera son expertise pour tout ce qui concerne diagnostic. Nous accueillons aussi le professeur Vincent Richard, qui est oncologue médical à ELORA, qui est également enseignant dans notre cursus en médecine et qui discutera avec vous des thérapies, et puis on le verra dans la dernière partie aussi, d'une approche pluridisciplinaire de la prise en charge des patients et de leur famille. Et puis on a également l'honneur d'avoir le docteur Sarah Van Brussel, qui est radiothérapeute et chef de service de radiothérapie à Epicura, et qui apportera aussi son expertise pour les thérapies ciblées et précisément comment améliorer ces thérapies. Et puis au niveau des experts de l'Institut, de nos chercheurs, nous aurons le professeur Laurent Lefebvre, qui est neuropsychologue, qui est directeur du service de psychologie cognitive et de neuropsychologie, et qui évidemment abordera les aspects de la santé mentale des patients et de leurs proches. Le professeur Bertrand Blankert, qui est pharmacien, qui est chef du service d'analyse pharmaceutique et qui précisera par sa casquette de pharmacien les traitements thérapeutiques. Et puis le professeur Fabrice Journet, qui est chef de travaux dans le laboratoire de biologie humaine et de toxicologie, et qui est évidemment un grand expert du domaine de l'oncologie, puisqu'il a dédié toute sa carrière de chercheur depuis plus de 20 ans maintenant dans cette thématique, et qui est donc évidemment une plaque tournante de notre institut pour ce domaine. Alors bien sûr, dans tous ces échanges, dans toute cette dynamique, il va de soi que c'était important aussi de proposer à Madame Stéphanie Grosjean, qui est journaliste, modératrice et animatrice indépendante, de venir animer la soirée, de dynamiser ces échanges et puis aussi d'être le maître du temps pour respecter le timing. Alors, avant de lui céder la parole et de démarrer cette table ronde, je vous propose une petite vidéo, juste histoire de se mettre en tête quelques mots-clés bien précis qui nous permettront ensuite à tous de pouvoir suivre les échanges proposés. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous souhaite une bonne soirée et nous lançons la première vidéo. L'ADN contient toutes les informations nécessaires pour organiser les fonctions des cellules. Quand des lésions apparaissent sur cet ADN, les cellules normales vont mourir. Par contre, les cellules cancéreuses, elles, vont continuer à se diviser pour former une masse tumorale. En 2022, plus de 76 000 Belges ont été diagnostiqués avec un nouveau cancer, un peu plus d'hommes que de femmes, et dans 2 tiers des cas, après 65 ans. Les cancers les plus fréquents sont de loin les cancers hormonodépendants, cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme.
Suivent ensuite le cancer du poumon et le cancer colorectal. 90% des facteurs de risque associés au développement des cancers sont liés à notre mode de vie. Citons l'alimentation, le tabagisme, les infections, l'obésité, l'abus d'alcool ou encore l'exposition aux UV. La prévention vise à limiter l'impact de ces facteurs. Il existe aussi environ 10% des cancers qui sont héréditaires et dans ce cas, un dépistage permet une prise en charge spécifique de ces patients. Parmi les 14 caractéristiques qui définissent un cancer, je veux attirer votre attention sur sa capacité à proliférer, à développer des métastases, à accumuler de nouvelles mutations, à adapter son métabolisme énergétique et à échapper au système immunitaire. Il est important de comprendre que le cancer ne se résume pas uniquement à un ensemble de cellules tumorales. Il y a tout un environnement autour composé de la matrice extracellulaire, de cellules de soutien comme les fibroblastes, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et les cellules du système immunitaire. L'ensemble de cet environnement offre également de nouvelles possibilités de traitement. Le traitement du cancer peut être local, comme la chirurgie et la radiothérapie, mais également systémique, comme l'hormonothérapie et la chimiothérapie, dont nous avons tous entendu parler. Depuis une vingtaine d'années, les thérapies ciblées ont permis d'améliorer grandement la spécificité des traitements. Et plus récemment, l'immunothérapie a montré des résultats remarquables en stimulant le système immunitaire des patients. Mais des résistances aux médicaments apparaissent, nous conduisant à développer de nouveaux médicaments et à tester de nouvelles combinaisons de traitements. Dans ce contexte que la recherche prend toute son importance. Les études fondamentales permettent de mieux comprendre la biologie du cancer, les mécanismes d'action des médicaments, et en recherche clinique d'évaluer les effets de ces nouvelles molécules chez les patients. La recherche translationnelle fait le lien entre ces deux domaines pour améliorer l'application des découvertes. Les modèles utilisés en recherche sont des cellules qui poussent dans des boîtes sur lesquelles nous pouvons tester les nouvelles molécules. Nous utilisons également des échantillons de patients pour valider nos résultats. Et actuellement, nous développons une plateforme de type organoïde pour améliorer la recherche préclinique à partir de cellules proliférant dans un environnement en 3 dimensions et d'organes reproduits en laboratoire. Anne-Émilie, merci pour cette introduction et merci Fabrice Journet pour cette explication, cette mise en contexte. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie beaucoup d'être présents ce soir pour cette soirée. J'ai donc vraiment le grand plaisir de vous accompagner pour cette soirée qui est dédiée à cette thématique du cancer, cette maladie qui nous concerne toutes et tous, de près ou de loin, tant elle est répandue. C'est vrai qu'on a sans doute toutes et tous un proche, une connaissance qui souffre de cette maladie ou qui a souffert de cette maladie. On sait tous plus ou moins comment on la traite. On entend parler de traitement. On sait aussi que les personnes qui traversent cette maladie traversent une épreuve très éprouvante. Ce qu'on sait moins, c'est le travail bien en amont des équipes de chercheurs, des différentes disciplines, des médecins, des spécialistes pour comprendre, pour de plus en plus comprendre cet ennemi et pour chercher de nouvelles solutions et pour améliorer encore l'accompagnement des patients et de ses proches. Donc au cœur du combat entre science et espoir, donc cette soirée, c'est une belle opportunité pour mettre en lumière ce travail de l'ombre et ces partenariats essentiels. Je voulais juste revenir sur un peu d'histoire et d'étymologie, parce que l'étymologie nous dit que le mot cancer vient à la fois du latin cancer, qui veut dire crabe, mais aussi chancre, et il est apparenté aussi au grec arkinos. J'ai appris des choses. Karkinos, pardon, écrevisse, chancre également. Et le mot cancer aurait été choisi par Hippocrate parce que, je cite, « Il a des veines de tous côtés, de même que le crabe a des pieds, et que quand il s'empare d'un organe, il ne le lâche pas, comme le crabe quand il s'attache à quelque chose. » Alors Fabrice Journet, je vais me tourner vers vous. D'abord, vous êtes donc chef de travaux dans le service de biologie humaine et de toxicologie, vous êtes enseignant en oncologie. Mis à part ces spécificités étymologiques, quelle est la caractéristique en fait du cancer qui fait que c'est une maladie si coriace ?
Bonsoir à tous, merci Stéphanie pour cette question. Comme j'ai essayé de l'aborder assez rapidement en quelques minutes, le cancer est une maladie complexe. Et si on veut la résumer, c'est en fait une prolifération extrêmement accrue de cellules qui sont devenues anormales par rapport aux cellules normales. Et donc cette prolifération, qui est vraiment au centre de tous les cancers sont caractérisés par cela, cette prolifération va conduire à une augmentation d'une masse tumorale dans l'organe où elle se développe. Ça peut partir d'une seule cellule qui va proliférer, donc se diviser, pour donner 2, 4, ça augmente de manière exponentielle. Et donc à un moment donné, on va avoir une masse tumorale qui sera détectable par imagerie ou même par palpation pour certains cancers. Et dans tous les cas, on est sur les premiers stades. Ces stades sont moins graves. On comprend bien, plus on détecte un cancer précocement, plus ça sera traité facilement. Ensuite, le cancer va continuer à vouloir se développer. Il va, et là je parlais des caractéristiques du cancer, il y en a beaucoup. Une que je n'avais pas citée, et c'est sa capacité à développer de nouveaux vaisseaux sanguins pour pouvoir s'alimenter en oxygène, en glucose, en sucre, en nutriments. L'effet qui est négatif par rapport à ça, c'est que ça donne un support pour pouvoir former des métastases. Et là, une fois que le cancer développe des métastases, ça devient beaucoup plus compliqué à soigner. D'accord. Et on a vu donc les différents facteurs de risque par rapport au cancer dans la vidéo, mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques par type de cancer, ou bien ces facteurs de risque sont généraux pour tous les cancers? Une mauvaise alimentation est associée à un risque accru pour tous les cas de cancer. Maintenant, il y a des risques qui sont spécifiques. Si on parle des rayonnements UV du soleil, on va penser au mélanome. Si on parle de produits, hormonaux, influençant le système hormonal des patients, on va retomber sur les cancers du sein ou de la prostate. Et encore un autre exemple, c'est le cancer du col de l'utérus qui va être, lui, associé à une infection virale. Donc il y a des spécificités pour chaque cancer en termes de facteurs de risque. Ce qu'il y a aussi, c'est que lorsqu'on ajoute à ces premiers facteurs de risque des facteurs comme le tabagisme ou l'abus d'alcool, on augmente encore de manière là aussi exponentielle le facteur de risque de développer un cancer. Ok. Et donc Anne-Émilie le disait, vous avez consacré beaucoup de temps dans votre carrière à la recherche contre le cancer. Aujourd'hui, quels sont les objectifs de la recherche? Ça, je dirais, chaque centre, chaque université, chaque groupe de recherche aura ses objectifs. Ce que l'on peut considérer comme important aujourd'hui, c'est de bien comprendre quelle est la biologie du cancer pour savoir comment il se développe, comment il évolue, pourquoi il va former des métastases à tel ou tel endroit dans le corps. Ça, c'est une première question importante, qui est plutôt fondamentale, mais qui permet d'avoir des endroits où on peut venir bloquer ce cancer à différentes étapes, et certainement avant qu'il développe des métastases. Et pour ça, on a besoin de mettre en évidence des biomarqueurs. Et là, on pourra retomber sur le travail de Myriam, recherche de biomarqueurs extrêmement important. On a aussi comme objectif, c'est de rechercher de nouvelles cibles thérapeutiques. Cible thérapeutique, ça veut dire qu'on a dans une cellule cancéreuse certaines mutations qui sont importantes, qui vont venir pousser le développement tumoral. Et donc, ça devient une cible parce qu'en l'inhibant, on arrive à bloquer le développement de cette tumeur. Et justement, le troisième aspect, c'est de pouvoir inhiber ces cibles thérapeutiques en développant de nouveaux médicaments. Et là, on a des contacts avec les groupes de pharmacie qui permettent, de pharmaciens, qui permettent de fournir de nouvelles molécules, de pouvoir les tester par des screenings assez larges et de tomber sur des molécules intéressantes, en tout cas le plus intéressant possible, et qu'on essaye de mener le plus loin possible jusqu'à des études cliniques quand c'est possible. C'est ça. Merci. Oui. Bonsoir Myriam Remelink, merci d'être parmi nous. Je voulais vous donner la parole aussi pour comprendre votre métier, anatomopathologiste, on va dire pathologiste pour faire simple. C'est vrai que quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit, en fait, moi, je suis médecin, je fais des diagnostics, mais je ne vois pas le patient. Comment vous travaillez ? Exactement. Donc, quand on me demande de présenter mon métier, donc c'est une spécialité médicale, donc on fait médecine, et puis on fait une spécialité qui s'appelle anatomie pathologique.
Je dis, moi je suis comme tous les médecins, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, il a des symptômes, il va chez son médecin généraliste, il explique, le médecin l'examine, fait un diagnostic. Et puis on ressort avec un traitement. Donc moi je fais exactement la même chose, mais comme vous l'avez dit, pas le patient ou la patiente, mais avec des prélèvements qui proviennent de patients. Alors ces prélèvements, ça peut être des tout petits prélèvements qu'on va appeler des biopsies, ça peut être uniquement des cellules, donc c'est ce qu'on va retrouver dans des ponctions, ça peut être un organe quand le patient est opéré, et donc voilà, donc il n'y a pas de contact avec le patient, mais c'est vraiment à partir de son tissu qu'on va analyser à leur microscope optique de façon simple, et on va pouvoir effectivement, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, faire un diagnostic de cancer par exemple. Et donc c'est à partir de ces prélèvements que vous pouvez déterminer... Qu'est-ce que vous pouvez déterminer en fait? Vous pouvez diagnostiquer des choses, pronostiquer Alors, en ce qui concerne spécifiquement le cancer, donc première chose, c'est confirmer qu'il s'agisse bien d'un cancer. Ensuite, c'est expliquer à l'équipe qui va prendre en charge le patient ou la patiente la gravité du cancer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grade, c'est-à-dire que chaque cancer a son grading qui lui est propre. Bon, c'est des classifications internationales, mais ça reflète vraiment l'agressivité. Sur une pièce opératoire, là, l'exercice, c'est plus tellement le diagnostic, puisqu'en principe, il a été fait en amont, mais c'est d'expliquer l'extension de la maladie. Parce que c'est vrai qu'on a des tas d'outils au niveau radiologique pour dire, voilà, il y a des métastases, pas de métastases, mais malgré tout, regarder un ganglion lymphatique, par exemple, dans le microscope, il n'y a que nous qui pouvons détecter des rares cellules tumorales. Et donc ça, c'est le staging, c'est l'extension de la maladie. Tous ces éléments, évidemment, ça va influencer le traitement du patient. Donc c'est vraiment une traduction pour dire à l'oncologue, voilà, c'est une maladie agressive, très agressive, peu agressive, c'est une maladie qui est étendue, etc. Et puis surtout, comme on l'a déjà évoqué, c'est aussi déterminer dans le cancer s'il n'y a pas des marqueurs qui peuvent amener à un traitement. Alors le plus simple et le plus connu, évidemment, c'est dans le cancer du sein, c'est-à-dire est-ce que ce cancer est hormonosensible, est-ce que ce cancer exprime des récepteurs œstrogènes, et donc à ce moment-là, nous, sur nos lames, on peut dire oui, et à ce moment-là, ça va déboucher sur un traitement. Et donc maintenant, on a vraiment une gamme d'outils, soit vraiment au niveau de la surface de la cellule, puis après, on a des développements, là où on regarde l'extraction de l'ADN même tumoral pour voir s'il y a des mutations, etc. De nouveau, dans le but vraiment de proposer aux patients un traitement, mais qui, comme on l'a dit, est ciblé pour sa maladie à lui, et pas celle de son voisin de chambre, par exemple. Oui. C'est ça. Mais donc, c'est vous qui pouvez, qui allez déterminer le choix de la thérapie aussi ? En tout cas, conseiller fortement mes collègues qui sont oncologues, oui, parce que justement, eux ont besoin de toutes ces informations pour pouvoir prescrire un traitement qui sera le plus adapté. Et ce qui devient assez intéressant dans l'évolution de la carrière, c'est que c'est vrai que c'est le plus adapté au cancer du patient ou de la patiente qu'on a en face de soi. Et plus un traitement, par exemple, c'est vrai qu'une chimiothérapie, c'est absolument pas spécifique. Et donc, on avait beaucoup d'effets secondaires, parfois même malheureusement sans bénéfice. Ici, ce qui est fascinant, c'est qu'avec ces traitements ciblés, on attaque vraiment, on sait qu'on va avoir une efficacité. Donc on sait qu'on donne le bon traitement au bon patient. Oui, donc c'est on est plus efficace en fait. C'est ces fameux biomarqueurs qu'il est primordial de réussir à détecter pour pouvoir spécifier le traitement par... Tout à fait. Oui. D'accord. À tous les deux, je vous pose la question... Dans la vidéo, on parle des traitements systémiques et contre les traitements locaux. Il y a, Fabrice Journet, vous avez cité l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Oui. Juste l'immunothérapie, j'imagine que c'est soutenir le système immunitaire pour qu'il fasse alliance vraiment avec le traitement. Ça, oui. Mais par rapport aux thérapies ciblées, c'est quoi exactement? Ça rejoint ce qui est dit par rapport aux biomarqueurs? Ça rejoint ce qui a d'être dit. On va rechercher des biomarqueurs particuliers, comme par exemple des biomarqueurs comme l'expression du récepteur d'œstrogène dans les cellules de cancer du sein, et d'autres biomarqueurs comme le récepteur de progestérone, montrant qu'il y a une activation de ce récepteur d'œstrogène. Et ensuite, on va pouvoir proposer une thérapie ciblée utilisant des anti-œstrogènes. Ce qui a été plus récent, parce que les anti-œstrogènes sont connus depuis très longtemps, ce qui est plus récent, c'est par exemple au niveau du mélanome, c'est là qu'on a surtout eu les premiers développements, vers la moitié des années 2000, on a eu la mise en évidence de certaines mutations. Là, on parlera de la mutation BRAF, qui ne dit pas grand-chose à beaucoup de personnes, mais qui est une mutation importante dans les voies de signalisation qui vont conduire au transfert d'une information à l'extérieur de la cellule vers le noyau. Et donc, quand il y a cette mutation, le transfert se fait sans qu'il y ait de stimulation à l'extérieur des cellules.
Et donc, en mettant en évidence cette mutation, on s'est dit, et ça apparaît dans 50% des cas de mélanome, donc c'est énorme, cette mutation étant mise en avant, on peut proposer un traitement particulier qui fonctionne de mieux en mieux et qui permet de réduire très rapidement le développement, la progression des tumeurs. Oui. Et Myriam, comment est-ce que vous collaborez avec les chercheurs, avec les médecins, puisque votre rôle il est quand même assez central par rapport au traitement du patient. Concrètement, comment cette collaboration se passe? Alors c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que voilà, dans le choix des études de médecine, quand on parle des pathologistes, on nous imagine un petit peu isolés dans une cave avec un microscope. Alors pas du tout, évidemment, parce que l'intérêt, c'est effectivement de collaborer, d'avoir des échanges, c'est comme ça qu'on progresse. Donc simplement, en ce qui concerne l'oncologie, on a des réunions hebdomadaires avec tous les intervenants, donc le radiothérapeute ou la radiothérapeute, chirurgien, enfin toute l'équipe qui va prendre en charge le patient, et le pathologiste qui vient amener son diagnostic. Et donc c'est une discussion vraiment toujours très intéressante, et surtout, voilà, chacun amène son expertise. Et donc ce qui est devenu maintenant vraiment un énorme progrès dans la prise en charge, parce que c'est vrai que dans le temps, c'était un médecin parfois qui décidait d'une thérapie. Ici, pas du tout. Chacun donne son expertise, donne son avis. Et donc le patient a vraiment une prise en charge, comme on le disait tout à l'heure, multidisciplinaire. Et donc c'est comme ça qu'on arrive vraiment, parce que ok, on a parlé des thérapies ciblées, mais la radiothérapie, la chimiothérapie ont encore leur rôle, et on peut vraiment combiner ces différents traitements pour proposer au patient ou à la patiente le plus efficace par rapport aux patients aussi. C'est devenu quelque chose aussi qu'on a beaucoup changé en tant que médecin, puisqu'avant, voilà, le médecin décidait, le patient, voilà, il faisait ce qu'on lui disait. C'est plus du tout comme ça, et c'est enrichissant aussi. Et ça, c'est très important. Le patient a son mot à dire dans son traitement. Oui. Merci. J'imagine, Anne-Émilie Declèves, ces échanges qui se passent entre médecins, chercheurs et différents spécialistes, c'est aussi, à l'image de l'Institut Santé, important de créer ces échanges, de favoriser ces échanges. Comment ça peut se passer ? Oui, c'est ça. Donc, le rôle des instituts à l'université, c'est finalement le regroupement de compétences, que ce soit des compétences humaines, des compétences méthodologiques, des compétences technologiques aussi. Puis on a parlé de biomarqueurs, on a parlé de thérapie. Finalement, beaucoup de biomarqueurs de thérapie ont été découverts dans les laboratoires de l'université. Donc, les instituts, c'est un point central pour justement créer ces synergies, pour permettre ces collaborations entre chercheurs, bien sûr, au sein de l'université, mais aussi entre ces chercheurs et vraiment les professionnels du terrain, donc c'est-à-dire les hôpitaux, les associations de patients et autres, les boîtes pharmaceutiques aussi, bien sûr. Et donc, ces instituts de recherche permettent finalement de permettre à tous ces acteurs de communiquer, finalement de discuter entre eux et de créer des partenariats. Et c'est le cas évidemment de notre soirée finalement. C'est sous ces partenariats qu'on souhaite mettre en avant et discuter, qui permet vraiment ensuite d'impulser la recherche dans ces thématiques. Mais oui, d'ailleurs, on va voir une illustration de ces partenariats et de ces synergies que vous créez par la création de ces plateformes technologiques. Je vous propose de regarder la vidéo. Je n'ai pas envie de parler, en fait. Non. Plus ce soir. Et Fabrice ne veut pas que je parle non plus. Donc. On pense à l'université, c'est souvent l'enseignement qui vient comme mot-clé en priorité, mais finalement les missions de l'université sont beaucoup plus larges. Et parmi ces missions, il y a l'aspect recherche, la recherche académique comme on l'appelle. À l'université de Mons, les recherches sont regroupées en instituts. Il y en a 10 à l'UMons. L'institut qui me concerne, c'est l'Institut Santé. On y traite donc de la santé humaine au sens large. On vise tous les secteurs de la santé. Et parmi nos thématiques de recherche, on a une thématique qui est cette thématique cancer, pour laquelle on a de nombreux laboratoires qui œuvrent dans leurs recherches, qui sont des recherches fondamentales pour certaines, des recherches qui sont déjà translationnelles, voire cliniques pour d'autres.
et qui tente à mieux comprendre le développement de cancer, mieux comprendre les aspects cellulaires pour découvrir des nouvelles molécules qui sont des biomarqueurs futurs ou de nouvelles cibles thérapeutiques. Et une façon de collaborer notamment, c'est au travers des plateformes technologiques qui ont été développées au sein de l'UMONS. Alors ces plateformes technologiques, elles sont importantes parce que c'est un terrain où on va regrouper des technologies, des équipements de pointe qui permettent de développer des projets innovants. Au niveau de la plateforme Aducel, cette plateforme va nous permettre de venir créer de nouveaux microsystèmes comme des pistes cellulaires. Et donc, au travers de ces pistes cellulaires, nous sommes capables de regarder comment les cellules vont migrer au travers de ces microsystèmes. Et donc, en fait, on voudrait caractériser comment des cellules épithéliales cancéreuses ou non vont venir migrer et donc venir coloniser des parties cancéreuses. Et donc, comment ces cellules vont migrer de la tumeur et venir coloniser d'autres organes distants. Donc on essaie de développer justement des microsystèmes qui nous permettent à la fois de comprendre au niveau fondamental comment les cellules migrent, comment elles se déplacent lorsqu'elles sont fortement confinées, comment elles arrivent justement à trouver leur chemin dans des interstices au sein de la matrice. Mais ces outils qu'on développe à l'échelle fondamentale pour avoir quelque chose de très robuste au niveau des analyses, on peut aussi ensuite s'en servir comme screening, c'est-à-dire qu'on peut après regarder comment des cellules qui seraient issues de patients vont se comporter. Et donc on peut arriver à les classer et à déterminer, on espère, prédire aussi peut-être la façon dont des cellules tumorales vont évoluer au sein du patient et d'arriver à mieux affiner les outils de diagnostic qui sont développés à l'heure actuelle. Merci. Merci pour vos contributions, merci pour cette illustration vidéo. On va passer tout doucement à... Je ne veux plus s'arrêter. On va passer à la deuxième partie de cette soirée, le moment où on va approfondir ensemble le rôle de la recherche avec deux focus. Un focus sur la recherche de nouveaux traitements, un autre focus sur l'amélioration des traitements existants. Mais pour ça, je vous demande d'accueillir le docteur Vincent Richard. Vous pouvez monter sur scène. Vous êtes oncologue, chef de clinique à Elora à Mons et enseignant à l'UMONS également. Nous accueillons aussi Bertrand Blankert. Donc vous êtes pharmacien, chef du service d'analyse pharmaceutique à l'UMONS. Installez-vous ici. Voilà, bienvenue. Pour commencer cette conversation autour des nouveaux traitements, en fait, j'ai envie de m'adresser à vous, Monsieur Richard, m'adresser à l'oncologue, justement. On a vu avec Myriam Remeling que le pathologiste, il va donc déterminer, il va pouvoir caractériser la tumeur, il va pouvoir déterminer le diagnostic. Vous êtes la personne qui va coordonner le traitement, la mise en œuvre du traitement et qui va être au contact du patient. Quels sont les outils que vous avez aujourd'hui en tant qu'oncologue ? Alors, ça marche, oui, très bien. Oui. Bonsoir. Donc, oui, on a plusieurs outils, effectivement. On a d'abord la chirurgie, qui reste mieux, comme ça, voilà, c'est mieux. Donc, on a encore la chirurgie, toujours la chirurgie reste importante, en tout cas, pour une grande partie des tumeurs qui sont dites opérables, donc au stade vraiment débutant, et les tumeurs qui ne sont pas hématologiques. Je ne vais pas faire de détails ici, mais l'hématologie, c'est important, on n'en a pas encore parlé. C'est plus rare, effectivement, que les tumeurs dites solides, comme le cancer du sein, la prostate, etc. Mais il y a des tumeurs donc, qui atteignent les ganglions, ou qui démarrent des ganglions, ou dans le sang, dans la moelle osseuse, c'est les tumeurs hématologiques. Là, il n'y a pas de place pour la chirurgie. Par contre, toutes les tumeurs solides, il faut y penser, voir si on peut opérer le patient à visée curative. Donc, la chirurgie. Ce n'est pas toujours facile. 2, on a alors les traitements médicamenteux, qu'on appelle aussi systémiques, et qui vont s'attaquer à la tumeur ou à ses métastases. Et donc là, on a parlé tout à l'heure de la chimiothérapie, qui est une ancienne arme et qui reste encore une classe importante. On a l'hormonothérapie, on l'a également cité tout à l'heure, mais uniquement pour les tumeurs hormonosensibles. Et donc, finalement, c'est le cancer du sein et le cancer de la prostate. Il n'y en a pas d'autres.
parfois l'utérus, mais c'est rare. Il y a des thérapies ciblées, dont on a déjà parlé également, et qui vont cibler un mécanisme particulier dans la cellule, qui est donc défini en général avec l'anatomopathologie. On peut d'ailleurs dire que l'hormonothérapie, c'est une des premières thérapies ciblées finalement. Et finalement, on a, dernier venu, l'immunothérapie, qui est vraiment plus récente, mais qui fait des progrès, qui n'est pas non plus le miracle parfois que l'on veut bien dire, et qui est toxique, qui n'est pas toujours facile à manipuler, et qui va venir booster ou lever le frein plutôt qu'il y avait sur l'immunité induite par la tumeur. Donc c'est ça le choix que l'on a, et on peut combiner. On peut évidemment faire une chirurgie, on enlève la tumeur, mais voilà, Myriam va nous dire que tiens, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement plaisantes, donc un moins bon pronostic, et donc on va faire alors un traitement dit adjuvant, on va donner un traitement en plus. Et enfin, la radiothérapie, il y a une spécialiste dans la salle pour tout à l'heure, donc la radiothérapie, c'est aussi un traitement local et qui peut venir aider soit des tumeurs qui ne sont pas opérables, soit des métastases, soit de venir aussi en complément d'une chirurgie bien faite. Moi, j'aimerais entendre dans vos mots ce que c'est une thérapie ciblée. Ça veut dire qu'on arrive à mieux caractériser et donc s'attaquer de manière spécifique à la tumeur. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers vraiment une personnalisation des traitements ? Alors oui, on va vers une certaine forme de personnalisation de la médecine ou de la cancérologie, puisqu'on va vraiment s'adapter au mieux des caractéristiques de la tumeur du patient. Ça, on est à même de le faire d'un point de vue technologique en routine. Il y a des tests que l'on peut faire dans des laboratoires qualifiés, évidemment, mais on peut déterminer, voilà, pour telle patiente, sur sa tumeur, effectivement, il y a telle mutation, comme on a dit tout à l'heure, et c'est ça qu'on va pouvoir cibler, on va pouvoir donner le médicament qui correspond. Ça, c'est une forme de spécialisation, effectivement, de personnalisation. Oui, je comprends. Et quelles ont été les grandes avancées ces dernières années, les grandes innovations par rapport au traitement du cancer ? Alors il y a bien sûr l'immunothérapie, que j'ai citée là en dernier lieu de façon chronologique, qui comme je l'ai dit, on a longtemps essayé, on s'est dit, il y a quand même une relation entre tumeur et immuno. On savait que des patients qui étaient immunodéficitaires, immunocompromis, faisaient plus souvent sur le long terme des tumeurs que d'autres. Donc ça, on savait qu'il y avait un lien, mais on n'avait pas réussi à le définir et on pensait qu'il fallait booster, qu'il fallait pousser sur l'accélérateur, comme je dis souvent, pour lutter contre la tumeur avec une immunothérapie. Mais ça n'a pas marché. On a eu beaucoup d'effets secondaires et très peu de succès. Et puis, plus récemment, on s'est rendu compte que finalement, la tumeur induisait un frein à l'immunité. Et donc, ce qu'on a fait avec des petites molécules, c'est de lever ce frein. Et comme on lève le frein, évidemment, l'immunité redémarre et elle peut alors tuer les cellules cancéreuses. D'accord. Merci. Je reviens vers vous, Fabrice Journet. Il y a des traitements qui existent, on vient de les citer. Pourquoi c'est toujours nécessaire d'aller en chercher des nouveaux ? Qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré ? Ce qui peut être amélioré, c'est effectivement trouver un moyen de passer au-delà des résistances. Dans tous les traitements, il y a des résistances qui vont apparaître, même sur la chimiothérapie. Après un certain temps, il y a des métastases vont apparaître, alors que finalement, on pensait le patient guéri. Avec les thérapies ciblées, c'est encore plus vrai, parce que là, on est tellement spécifique sur la voie que l'on veut bloquer, qu'il y a d'autres voies de signalisation, donc dans la cellule, qui vont s'allumer et qui vont induire des résistances. Et l'immunothérapie aussi a des problèmes de résistance qui apparaissent sur du plus long terme. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'on veut améliorer les traitements actuels, avec toujours dans l'idée de diminuer les effets secondaires. Par rapport à la chimiothérapie, les effets secondaires étaient importants. Il y a déjà des améliorations qui ont été faites, même sur la chimiothérapie, en essayant de, ce qu'on dit, vectoriser ces médicaments, en les apportant plus spécifiquement à la tumeur que dans tout le corps, comme c'était fait auparavant. D'accord. Donc ça, ce sont des avancées qui sont faites récemment, oui. Et ce soir, merci. Ce soir, en matière de nouveaux traitements, on a voulu vous présenter le travail de recherche sur une molécule très intéressante qui s'appelle la bufaline. Je dis très intéressante, mais aussi très intrigante et surprenante, parce que la bufaline, on la trouve dans le venin de crapaud.
Alors, avant de voir la vidéo explicative, un mot peut-être, Fabrice, sur les débuts de cette collaboration, de cette recherche en fait, et son contexte. Oui, merci. C'est une collaboration qui a commencé il y a déjà quelques années avec justement le service de Bertrand Blanquert, où il travaillait, je pense, depuis plus longtemps que nous sur les venins de crapaud. Et on s'était posé la question, tiens, dans le venin de crapaud, on sait qu'il y a des molécules qui sont toxiques puisque le crapaud l'utilise pour se défendre. Allons voir ce qu'il peut y avoir dans ce venin comme molécule qui pourrait combattre le cancer. Et donc il y a eu, pendant 2 ans, je pense, des extractions, des fractionnements de ces extraits bruts pour arriver à une molécule qui donne des effets surprenants. Et je pense que c'est ce qu'on va voir oui. dans la vidéo qui suit. Oui, je vous propose de voir ça en vidéo. Ces molécules qui sont présentes à la fois dans les venins de crapaud, différentes espèces, sont aussi en fait présentes chez l'humain. C'est ça que je trouve fascinant. On va donc à partir du venin faire différentes extractions pour tenter de retrouver les molécules individualisées et de cette façon-là aussi bien tenter de les utiliser dans un but diagnostique, ça a déjà été fait, mais parfois aussi dans un but justement de traitement. Je travaille principalement sur le développement de méthodes de séparation et d'analyse par la suite. Donc ma thèse a porté sur le venin de crapaud et l'étude des effets antimalariques potentiels. Le lien entre le cancer et le venin de crapaud est né d'une collaboration entre moi-même, pendant ma thèse, et une autre doctorante, Laura Soumois, qui travaillait sur les cellules de mélanome. Et en fait, on a découvert que des composés présents dans le venin de crapaud avaient un effet intéressant sur ces lignées de mélanome. Mon modèle de recherche est le mélanome, c'est le cancer de la peau le plus mortel. Et donc dans ce cadre-là, moi, je travaille sur la bufaline, qui est une molécule très intéressante puisque nous avons démontré qu'elle exerçait des effets anticancéreux, donc elle diminue la prolifération et elle induit la mort cellulaire des cellules de mélanome qui sont dites sensibles au traitement, mais également résistantes au traitement et donc aux thérapies ciblées. La bufaline pourrait être prometteuse dans le futur dans le cadre du mélanome, étant donné que c'est une molécule qui va agir contre les cellules qui répondent déjà au traitement actuel. Elle pourrait également être prometteuse étant donné que, comme on en retrouve dans notre sang, on pourrait éventuellement dans le futur envisager d'augmenter la quantité de bufaline qui est présente dans le sang de tout un chacun pour éviter le développement d'un cancer et du mélanome. Pour l'avenir, j'espère donc qu'on aura réussi à étudier l'ensemble des mécanismes que la bufaline peut induire, mais surtout que l'on pourra, in fine, augmenter le taux de bufaline dans le sang des patients qui pourrait être protecteur et donc limiter le développement des cancers. On a vraiment un besoin technologique pour aller rechercher des très très faibles concentrations. C'est là où tout le challenge pour les équipes ici de laboratoire, et on peut espérer à terme justement les transposer dans le domaine clinique et avec le bénéfice pour le patient, je pense qu'il ne faut même pas l'expliquer. C'est assez évident. Voilà, donc la bufaline, c'est une molécule qui est plus ou moins présente dans le corps humain. Bertrand Blanquert, vous travaillez depuis longtemps, du coup, sur cette molécule. Quels sont les effets de la bufaline sur le corps ? Oui, bonsoir à tous et tous. Donc, sur la bufaline en elle-même, on ne travaille pas depuis très très longtemps, ça fait seulement 3-4 ans. On a, comme je le disais, travaillé depuis plus longtemps sur des molécules de la même famille qui étaient présentes dans d'autres venins de crapaud, parce que en fait, c'est à chaque fois un petit peu différent de venin en venin. Et donc initialement, c'était plutôt sur une autre molécule qui s'appelle la marinobufagénine et qui est active et en lien avec une autre maladie qui n'a rien à voir avec le cancer, qui est la prééclampsie. Et ensuite, comme l'a dit aussi Mathilde dans la vidéo, on a mis en évidence le fait qu'elle pouvait être à la fois peut-être responsable d'une indication et d'une pathologie, mais aussi parfois être une molécule qui pourrait être plutôt positive dans le traitement de la malaria. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on en arrive à un autre crapaud et justement à mettre en évidence au départ, de nouveau pour des propriétés antimalariques, la bufaline justement dans le crapaud, dans un autre crapaud qui a été étudié au laboratoire. Et comme Fabrice Journe l'a dit tout à l'heure, il est toujours à la chasse de nouvelles molécules, de nouvelles
chose qui pourrait être potentiellement un traitement. Et donc c'est là qu'a démarré cette collaboration. Et donc aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant dans cette molécule, et comme je le dis toujours, c'est vraiment, et c'est là où est notre rôle et où se met en évidence le caractère interdisciplinaire de tout ce travail et des différentes équipes, et de leur rôle à chacun. Nous, c'est vraiment d'aller mettre en évidence de très faibles concentrations dans le corps humain. Ici, ce qui est vraiment intéressant dans le cas de la bufaline, c'est ce qu'on met en évidence, au-delà de toutes les voies de sénisation dont il a déjà parlé et qui sont plutôt de leur ressort, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce fait que ici, on est occupé à essayer de montrer, à tenter de montrer et de démontrer qu'elle aurait un effet protecteur. Donc, c'est le fait qu'au départ, chez nous tous, en fait, il y a un taux élevé de bufaline qui nous protège contre l'apparition de ce cancer qu'est le mélanome, puisque c'est sur celui-là nous travaillons. D'accord. Et qu'en fait, à un moment donné, il y a une diminution, et c'est que cette diminution, à ce moment-là, devient un risque justement d'être exposé au mélanome. Et donc ici, il y aura un intérêt peut-être, in progress, justement de peut-être venir ajouter et venir supplémenter à un moment donné peut-être un patient qui aurait été diagnostiqué en déficit de bufaline, de venir lui en apporter un petit peu en plus pour justement retrouver l'effet protecteur. Mais justement, vous êtes au stade de la recherche, c'est en progression. J'avais envie de vous demander, à vous le pharmacien, à vous l'oncologue, comment ça se passe pour passer du statut de la recherche à un traitement clinique qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a des étapes, un protocole, j'imagine, et combien de temps ça peut prendre? C'est un très 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 long chemin. Hein. Donc là, on est vraiment qu'au début. Donc pour arriver, souvent la théorie et l'échelle de temps que l'on prend toujours pour ce genre de développement, on dit qu'il faut 10 ans. Mais je pense parfois ça peut être un peu plus. Et ici, on est encore quand même à un stade assez très très préclinique qui est très in vitro. Donc, m'avancer sur une date aujourd'hui, c'est quand même un petit peu difficile. Mais donc, voilà, il faut encore avancer sur les aspects précliniques, etc. Puis à un moment donné, peut-être, en croisant les doigts, on arrivera à des aspects plus cliniques et de démonstration chez l'humain, etc. Et à terme, croisons tous les doigts, il y aura peut-être un nouvel agent thérapeutique qui sera mis en évidence. Oui, et comment est-ce qu'on décide sous quelle forme on administre un médicament? C'est la formulation de la molécule, c'est ça Oui, mais c'est aussi de nouveau à ce stade-ci, c'est trop hâtif pour pouvoir répondre à cette question. Quand on aura déjà passé toutes les étapes dont je viens de parler, si on arrive à cette étape-là et à se poser cette question-là, on a déjà gagné beaucoup. C'est bien parti. Et donc à ce moment-là, il faudra décider peut-être d'une voie d'administration et en fonction de la voie d'administration, mettre en forme le principe actif selon cette voie d'administration, et en fonction de sa toxicité, en fonction de sa peut-être sa fragilité de dégradation, etc. Mais donc voilà, arriver à ce stade-là, c'est déjà un point positif et une très 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 bonne nouvelle. Mais y répondre là aujourd'hui, ce soir, c'est un petit peu s'avancer trop hâtivement. Ben merci en tout cas pour la présentation de la bufaline et de vos travaux de recherche. Je sais que vous devez nous quitter, donc n'hésitez pas, je vous laisse aller si nécessaire, parce qu'on va se pencher sur la deuxième partie, donc l'autre versant de la recherche, c'est-à-dire l'amélioration des nouveaux traitements, des traitements qui existent, pardon. Et ce soir, on met le focus sur la radiothérapie. Pour ça, je vous demande d'accueillir le docteur Sarah Van Brussel, radiothérapeute, chef de service de radiothérapie à Epicura Beaudour. Bonsoir. Voilà, la place est libre. Bienvenue. En fait, on va s'intéresser, merci d'être parmi nous, hein, Sarah, mais pour bien comprendre, donc, on va s'intéresser à la radiosensibilisation par nanoparticules. Vous effrayez pas tout de suite. On va d'abord comprendre ce que c'est la radiothérapie, peut-être refixer quel est votre rôle, vous, en tant que radiothérapeute, et comment vous opérez, en fait. D'accord, on va commencer bien simple avec le tout début. Et donc la radiothérapie, c'est un traitement local, focal,
qui travaille avec des accélérateurs linéaires qui produisent des rayons ionisants, des rayons X, des photons, et qui vont vraiment travailler et attaquer l'ADN des mauvaises cellules. Ils vont vraiment arrêter la mauvaise cellule à se proliférer, à diviser, et vont induire la mort cellulaire. Et comme ça, voilà, petit à petit, la masse, qui consiste en plusieurs cellules, va petit à petit, elle va se réduire en taille, elle va sécher et elle va, ça c'est la partie idéale, elle va vraiment partir complètement. Et donc voilà, la radiothérapie, on peut utiliser dans beaucoup de facettes de traitement, en traitement préopératoire, en traitement seul, en traitement post-opératoire comme chez le cancer du sein, combiné avec la chimiothérapie, combiné avec une immunothérapie. Ça pourrait être juste avec le but de travailler pour soulager la douleur, hémostatique, ablative, vraiment avec des doses très hautes comme une sorte de chirurgie. Oui. Donc voilà, ça pourrait avoir plusieurs facettes et possibilités. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années dans ce type de thérapie. Oui, quand même. Il y a d'abord la technologie qui a vraiment délivré des machines hyper performantes qui ont la possibilité de travailler très ciblé en réduisant vraiment les effets secondaires et en travaillant très en détail, très focalisé. Ça s'appelle un peu la technique de la modulation d'intensité. On pourrait avoir ça s'appelle l'IMRT ou de la modulation rotationnelle. Après, il y a beaucoup qui a changé au niveau imagerie. Les machines, les accélérateurs linéaires sont équipés avec des machines hyper performantes, des scanners sont mis, en résonance magnétique pourrait se faire en combiné avec le traitement ici. Et tout ça, ça permet que le traitement est très, très précis. On s'est vraiment focalisé le jour même, regarder où est-ce que la masse se situe, on va se mettre autour et ainsi aussi l'efficacité du traitement augmente et en réduisant les effets secondaires pour tous les organes autour. Oui. Ça, c'est important. Il y a la radiothérapie stéréotaxique, donc on donne très ciblés encore des très hautes doses par des petits fractionnements, 3 séances, 5 séances, sur des métastases, sur des tumeurs pulmonaires. Ainsi, on travaille un peu comme une chirurgie. Et voilà, je peux continuer. Non, j'allais vous arrêter. C'est vrai qu'on va regarder une vidéo sur la recherche sur la radiosensibilisation par nanoparticules. Et avant de regarder la vidéo, je voudrais déjà que vous puissiez nous expliquer ce que ça veut dire radiosensibiliser. Quel est le but et quel est l'objectif de la radiosensibilisation? Oui. C'est vraiment avec le but de sensibiliser les cellules cancéreuses aux rayons. Parce qu'à un certain moment, c'est très différent d'une cellule à l'autre. Et parfois, par ce type de mécanisme, qui pourrait être plusieurs facteurs, ça pourrait être une sensibilisation par la chimiothérapie, par l'immunothérapie, par des autres traitements, des traitements plus ciblés, les nanoparticules aussi. Ainsi, les cellules vont être plus sensibles, plus réceptives pour avoir les rayons. L'absorption des rayons va être plus haute. Ça va induire un environnement qui est plus sensible pour réagir aux rayons également. Et ainsi quand même voilà, se battre contre une résistance des cellules contre cette radiothérapie également, parce que ça existe malheureusement aussi. Ouais. D'accord, merci. Mais je propose qu'on regarde la vidéo. Donc, la radiothérapie, c'est vraiment un pilier central de l'arsenal qu'on a contre le cancer, mais malheureusement, il y a encore pas mal d'effets secondaires dans la radiothérapie conventionnelle. La recherche consiste à développer un nouveau type de nanoparticules qui va contenir du bore pour un type de radiothérapie qu'on appelle la thérapie par capture neutronique du bore. Une nanoparticule, en fait, c'est un nano-objet, donc c'est l'équivalent d'une petite bille qui est constituée de métal qui va permettre de circuler dans la circulation sanguine et d'aller s'accumuler préférentiellement dans les tumeurs. On étudie
l'impact que vont avoir des particules magnétiques, donc qui sont des agents de contraste pour l'IRM, sur des cellules tumorales, et plus particulièrement on étudie l'impact de certaines fonctionnalisations de ces particules sur les cellules tumorales. Le but étant d'obtenir un meilleur effet biologique pour une dose d'irradiation moindre. On étudie la combinaison avec les nanoparticules d'oxyde de fer et les racines. Donc les racines, c'est une molécule qui permet d'induire un type de mort cellulaire spécifique qu'on appelle la ferroptose. Et donc la ferroptose est vraiment spécifique parce qu'elle va dépendre du fer et du stress oxydant notamment. Et comme justement on étudie les nanoparticules d'oxyde de fer, on va voir si on peut induire de la ferroptose. L'intérêt d'utiliser des nanoparticules magnétiques, c'est que d'une part, on peut suivre leur accumulation dans la cellule cancéreuse via diverses imageries, mais aussi on permet de diminuer la dose d'irradiation nécessaire pour obtenir un même effet biologique, et donc on diminue les effets secondaires. Et donc on va pouvoir se permettre d'irradier les patients avec une dose moindre de rayons pour avoir le même effet biologique, c'est-à-dire le même effet sur les cellules cancéreuses. Et donc ça va engendrer moins de toxicité pour les patients, car les tissus sains seront épargnés, et donc moins d'effets secondaires, ce qui va leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie quotidienne. Merci. Fabrice, La radiothérapie, c'est vraiment... J'ai attendu pourtant. C'est très comique. La radiothérapie. Oui. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une nanoparticule pour qu'on puisse mieux visualiser en fait ce type de traitement-là, de recherche? Ce sont des nano-objets, c'est-à-dire qu'ils ont des dimensions de l'ordre du nanomètre. C'est effectivement très petit. Sur les nanoparticules que l'on utilise, on est autour d'environ, un peu moins de 10 nanomètres au niveau du diamètre de la nanoparticule d'oxyde de fer. Autour de cette nanoparticule, on a un revêtement qui permet à la nanoparticule d'être biodisponible, de pouvoir rentrer dans les cellules et donc d'être acceptée par le corps humain et de circuler dans tout l'organisme, avec une possibilité d'entrer plus préférentiellement au niveau des cellules tumorales parce qu'il y a là une vascularisation qui est particulière et qui permet une rétention plus importante de ces nanoparticules. C'est un travail, évidemment, de nanoparticules, ce n'est pas dans notre service en oncologie où on étudie ça, c'est fait dans un service de chimie. Et ça, on a une autre collaboration, justement, avec le service de chimie du professeur Sophie Laurent. Et c'est eux qui développent ces nanoparticules. On a choisi l'oxyde de fer pour différentes raisons. C'était présenté ici, on voit que ça a un impact sur le développement de certaines morts cellulaires qui sont relativement récentes, qu'on appelle la ferroptose. On connaît l'apoptose depuis longtemps, la ferroptose est plus récente en termes de mécanisme. Et on a ici justement une possibilité de libérer plus de fer dans la cellule grâce à ces nanoparticules d'oxyde de fer qui, une fois qu'elles seront rentrées, vont libérer des ions ferreux, ferriques et produire tout un mécanisme de stress oxydant, de production d'espèces réactives d'oxygène. Et ça, quand on parle de ça, les radiothérapeutes sont extrêmement contents parce que c'est la base même de ce qui se passe de par la radiothérapie d'un point de vue effet biologique. Et donc, on a plusieurs approches. Ce qu'on souhaite aussi, c'est vectoriser, ça, encore une fois, c'est guider ces nanoparticules vers les cancers en leur mettant des petites molécules qui vont être spécifiques de protéines qu'on va trouver en surface de ces cellules tumorales. Donc ça va permettre d'emmagasiner, d'accumuler un maximum de nanoparticules dans les cellules tumorales. Et lorsqu'elles vont être irradiées par la suite avec les appareils classiques qu'on utilise pour les patients, on pense avoir beaucoup plus d'effets, donc de radiosensibiliser dans ces cas-là. D'accord. Sarah, ça veut dire que si ça pouvait être effectif, quels seraient les bénéfices? Ça permettrait de encore mieux cibler là où il faut irradier, ça permettrait d'être moins toxique peut-être, ça augmente la performance. Oui, ça pourrait augmenter la dose.
Oui, suite à cette vectorisation, je pense on pourrait encore mieux diriger les traitements vers les mauvaises cellules, parce qu'à ce moment-là, la radiothérapie, les rayons vont vraiment se mettre à une dose plus intensive, vraiment à l'intérieur de la mauvaise cellule. Ainsi, on peut travailler encore plus ciblé que déjà maintenant et en évitant tous les restes autour. Oui. Je pense particulièrement dans les cancers pour lesquels on n'a pas encore beaucoup de traitements, les cancers où il n'y a pas non plus un pronostic très, très favorable non plus, ça pourrait vraiment avoir un impact. Mais voilà, on est ici encore au stade précoce, donc on n'est absolument pas encore au stade clinique. Oui. Mais je m'adresse aux médecins ici, du coup, mais on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Myriam. Mais aujourd'hui, un patient qui reçoit un traitement, généralement, il reçoit une combinaison de traitements. Peut-être, qui choisit finalement? C'est ensemble que vous décidez. Et quand est-ce qu'on privilégie l'un ou l'autre? C'est difficile de le dire de manière générale. Est-ce que c'est possible de le dire de manière générale? Je vais prendre ma casquette d'oncologue médical. En général, c'est nous qui gérons un petit peu la commission qui se réunit régulièrement pour un peu décider des traitements. On a déjà parlé tout à l'heure de l'anatomopathologie et donc des facteurs pronostiques, des facteurs aussi ciblants, comme les récepteurs hormonaux. On a parlé tout à l'heure. On a également peut-être pas parlé de HER2, qui est un récepteur qui se trouve sur la surface de la cellule d'une partie des cancers du sein et qui a été ciblé depuis au moins maintenant 15 ans. On a un médicament à disposition, l'Herceptine, trastuzumab, qui fonctionne très bien. Et donc, on a le choix entre, effectivement, ces traitements que l'on sait pouvoir marcher, parce que tu nous as dit que les récepteurs étaient présents. Et puis, on a aussi la radiothérapie, parce qu'on va cibler, on va parfois l'associer aussi à une chimiothérapie. La chimiothérapie peut être radiosensibilisante aussi quand on la donne en même temps que la radiothérapie. Et donc, il y a l'hormonothérapie pour les tumeurs hormonosensibles et l'immunothérapie. Alors, comment on fait le choix de tout ça? C'est sur base, effectivement, des caractéristiques anatomopathologiques, des récepteurs, du stade que la tumeur a atteint. Évidemment, on ne va pas traiter de la même façon une tumeur locale, petite, où là, on va aller plutôt vers un traitement local et qui va préserver l'organe. Quand on a une tumeur beaucoup plus étendue, qui menace vraiment l'environnement, qui est inopérable, je pense aux cancers ORL, par exemple, qui sont très difficiles à opérer, et on va donc aller vers une radiochimiothérapie ou des thérapies ciblées. Une fois alors là, on est plus loin, on est en métastatique, donc les cellules ont quitté la tumeur primitive et se sont répandues dans l'organisme, au niveau pulmonaire par exemple. Là, on va plutôt privilégier des traitements médicamenteux dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça un peu qu'on fait la synthèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos contributions. On va passer tout doucement à la troisième et dernière partie de cette conférence, avant de vous laisser l'opportunité de poser des questions à ce beau panel. Et vous le voyez, ils sont de plus en plus nombreux réunis sur ce plateau. Et encore, on n'a pas pu réunir tout le monde, parce que la motivation derrière l'organisation de cette soirée, c'était aussi de mettre l'accent et mettre en lumière qu'il y a une multitude de disciplines autour du patient, autour d'une personne malade du cancer, et que cette multidisciplinarité, elle est essentielle pour accompagner le patient, bien sûr, elle est essentielle aussi pour faire avancer la recherche, on l'a vu, mais dans l'accompagnement du patient, elle est essentielle dès le diagnostic, pendant le traitement et après le traitement. Pour cette troisième partie, je vous demande d'accueillir Laurent Lefebvre. Bienvenue Laurent Lefebvre, neuropsychologue, directeur du service de psychologie cognitive et neuropsychologie à l'UMONS. Voilà, il reste une place. Voilà, je vais un peu me reculer comme ça. Hop, tout le monde vous voit. Laurent, je vais commencer par vous interviewer. On l'a vu, on a parlé tout au long de cette soirée jusqu'ici du traitement physique, donc le traitement que le patient reçoit dans son corps, puisque le cancer est une maladie physique, bien sûr. Il est aussi accompagné psychologiquement
tout au long de son traitement. Quel est le rôle du psychologue, du neuropsychologue dans cet accompagnement du patient ? Voilà, bonjour à tout le monde et merci pour la question. Donc effectivement, je suis ravi d'avoir l'opportunité d'ouvrir un peu le débat à d'autres disciplines qui sont tout à fait connexes à la problématique du cancer. Et donc, comme vous le dites, le domaine de la psychologie est tout à fait concerné. Évidemment, le cancer concerne les individus qui sont en souffrance par rapport à la difficulté que le cancer procure. Et donc, la place du psychologue peut être fondamentale aussi dans le processus thérapeutique. Alors, pour répondre à votre question, on a effectivement dans notre discipline une discipline qui s'appelle la psycho-oncologie. Donc on a effectivement des collègues qui sont tout à fait spécialisés sur la problématique de l'oncologie. Et l'apport de la psychologie dans le processus thérapeutique dans le domaine du cancer est double. À savoir qu'il y a effectivement des psychologues cliniciens qui vont soutenir le patient dans l'acceptation. On se doute bien qu'apprendre qu'on développe un cancer est une épreuve psychologique importante. Donc il va y avoir tout un ensemble de collègues dont la mission va être de soutenir le patient dans l'acceptation de sa problématique, aider les proches à comprendre l'impact de celle-ci et de participer finalement à une compréhension que d'être acteur de sa prise en charge peut aussi être bénéfique. C'est ce que nous appelons la résilience, c'est-à-dire le fait que si on est volontaire à vouloir se battre, ça participe aussi à la démarche thérapeutique au même titre que les thérapeutiques qu'on vous a présentées jusqu'à maintenant. Ça, c'est pour le domaine de la psychologie clinique. Alors effectivement, dans le domaine qui me concerne plus particulièrement, celui de la neuropsychologie, c'est un champ qui est un peu plus récent dans le domaine de plus largement de la psychologie de la santé, mais donc dans l'oncologie tout particulièrement, où nous étudions l'impact des troubles cognitifs associés au traitement proposé dans le cadre du cancer. Alors soit la tumeur, mais là on va parler évidemment du cerveau, donc certains cancers très spécifiques, soit la tumeur touche le cerveau et va donc altérer le fonctionnement cognitif du patient, on va l'évaluer, soit le patient a un autre type de cancer, mais subit les processus qu'on a évoqués, de chimio, d'hormonaux, de radiothérapie, et on sait que ça provoque également, être sujet à ce type de traitement provoque des effets sur la cognition, des ralentissements de la pensée, plus de difficultés à pouvoir réfléchir, être conscient des éléments qui nous entourent et réagir de manière adaptée, une fatigue mentale plus importante qu'on peut rencontrer chez les patients. Et donc, on a des outils pour les évaluer, on a des outils pour aider les personnes à travailler ces fonctions, à essayer d'atténuer leur impact pour les aider. Quelque chose qu'on évalue enfin, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. Donc on s'intéresse aussi à l'impact de la pathologie sur la vie quotidienne du patient, évidemment qui est peu ou prou altérée par la problématique. Et là aussi, on va d'une part évaluer l'impact perçu et l'impact réel de la maladie par le patient, et là aussi, avec lui, mettre en place soit une aide cognitive, soit une aide plus matérielle pour l'aider à mieux vivre sa convalescence. C'est ça. Et ça, c'est un accompagnement qui est proposé dès le début de la prise en charge du patient, mais qui est sur base volontaire, j'imagine ? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, ça intervient de plus en plus tôt dans le processus. Bon, évidemment, il y aura toujours le processus médical prioritaire, et c'est évident et c'est bien normal, mais de plus en plus, il y a une prise de conscience de la part du domaine médical, psychologique et voilà, plus généralement du domaine de la santé, de l'intérêt d'une prise en charge rapide. Et donc, on a aujourd'hui des psychologues qui sont associés au service d'oncologie et qui peuvent intervenir rapidement. Et là aussi, évidemment, au plus tôt l'aide est apportée, comme l'aide médicale, au plus on peut espérer des effets positifs. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est une question que j'ai envie de poser à tout le monde, mais dans tout ce processus de début de traitement, pendant le traitement, post-traitement, comment vous intervenez, comment vous intervenez ensemble ? Est-ce que, quand on vous l'avez dit, vous avez des réunions régulières pour suivre vos patients ?
Une fois que le patient a fini son traitement, il a des rendez-vous de contrôle, j'imagine. Comment ça se passe pour lui après les traitements ? Donc, effectivement, il y a un suivi après les traitements. C'est quelque chose qui n'est pas très bien balisé, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses études qui ont été faites qui démontrent qu'on doit être suivi tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, c'est un petit peu, empirique, je dirais, pour le suivi. Et puis, il arrive un moment, effectivement, quand tout va bien, le patient s'éloigne de la phénomène aigu de sa maladie et parfois peut se sentir un peu perdu parce qu'il ne voit plus l'oncologue, il ne voit plus le radiothérapeute, le gynéco, etc. Il ne vient plus à l'hôpital. Au début, il est très content. Et puis, finalement, il se trouve, mais finalement, est-ce que tout va vraiment bien ? Et donc, ça se pose effectivement la question de l'après-cancer pour un certain nombre de personnes qui se trouvent un peu perdues, encore une fois. Et on n'a pas encore parlé tout à fait, mais on va le faire maintenant, je pense, des soins supportifs. Parce qu'on a parlé des soins à visée thérapeutique. Donc, c'est la chimio, c'est l'hormono, enfin, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, la radiothérapie. Mais ça ne serait pas possible pour le patient s'il n'y avait pas un support ou des supports. Et ces supports peuvent être d'ordre psychologique, Laurent en a parlé, mais ils sont aussi d'ordre médicamenteux. Les chimiothérapies, on ne peut pas les supporter s'il n'y a pas des médicaments qui vont lutter contre un des effets principaux de certains, en tout cas, sont les nausées, les vomissements. Il y a aussi la dénutrition qui est liée à la maladie ou liée au traitement. Il y a les douleurs également qui peuvent être là. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Alors ça ne fait peut-être pas gagner des mois, des années de survie comme les médicaments, mais ça aide à donner les médicaments le mieux possible et donc à être potentiellement plus efficace. Donc ça, c'est des soins de support qui doivent se continuer, je pense, après, parce qu'encore une fois, les patients se sentent un peu perdus dans l'après. Oui, merci. Vous avez abordé les séquelles que peuvent avoir les patients au niveau psychologique, au neuropsychologique, au niveau physique. Même si un patient a terminé son traitement, quelles peuvent être les séquelles ? Alors, il peut évidemment y avoir les séquelles de la chirurgie qui parfois sont malheureusement délabrantes. On a cité tout à l'heure rapidement les cancers tête et cou, mais c'est évidemment ceux qui voient le plus. Et puis, il y a aussi les interventions au niveau du sein, par exemple. Une mastectomie, ça heurte quand même la patiente dans son intégrité physique et mentale. Et puis, il y a toute une série de choses plus subtiles, si j'ose dire, qui sont, on l'a dit, la fatigue, les troubles de la mémoire, des phénomènes paresthésiques, c'est-à-dire au niveau du bout des doigts, on a reçu des médicaments qui sont neurotoxiques pour les nerfs périphériques et les patients ressentent effectivement des douleurs ou des pertes de sensibilité. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent subsister après les traitements. Il y a aussi une cardiotoxicité qu'on étudie de plus en plus à l'heure actuelle et qui est là, effectivement. D'accord. J'aimerais que vous parliez, Vincent et Laurent, de la recherche que vous faites aujourd'hui, ChemoBrain. En quoi elle consiste exactement ? C'est étudier justement les troubles neuropsychologiques ? Alors, le ChemoBrain, c'est un terme évidemment un peu bateau, je dirais, puisque là, on fait l'association entre brain, cerveau, et chémo, qui fait tout de suite penser à chimiothérapie. Mais en fait, les patients qui souffrent de ces troubles neurocognitifs, que Laurent détaillera beaucoup mieux que moi, il en a déjà parlé, c'est pas spécifique de la chimiothérapie. Ça peut survenir en cas d'hormonothérapie, de certaines thérapies ciblées. L'immunothérapie, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais déjà quand même, on a le sentiment que ça peut survenir. Une radiothérapie sur un cerveau, effectivement, ce n'est pas très bon pour le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a toute une série de troubles qui s'installent dans le fonctionnement cérébral, dans le fait de pouvoir s'organiser pour faire quelque chose, pour faire une tâche, il faut faire appel à une certaine catégorie de la mémoire et puis il faut décider de le faire, etc. etc. Les gens qui ont eu ces traitements, et pas uniquement la chimio, souvent se plaignent, ok, je retourne travailler, au début ça va très bien, tout le monde est content, et puis après il y a un certain stress qui vient dans le boulot, ils ne sont plus dans le coup, et ils mettent beaucoup plus de temps pour effectuer des tâches, ou ils oublient des tâches, et là les ennuis commencent. Et on n'a pas encore vraiment de solution pour les aider.
Merci Vincent. Et donc la partie plus neuropsychologique du projet va consister d'une part à améliorer les outils diagnostiques pour évaluer les troubles neuropsychologiques. Alors il existe des tests neuropsychologiques qui évaluent les fonctions que j'évoquais. Il y en existe certaines mais qui ne sont pas nécessairement bien adaptées à la population francophone belge dans le domaine de l'évaluation neuropsychologique. Donc il y a une volonté de développer ces outils de diagnostic mais qui vont nous permettre de faire le suivi des personnes au décours des prises en charge. Et puis notre ambition, c'est de développer donc des différents types de thérapeutiques qui sont de l'ordre soit du domaine sportif, soit du domaine cognitif, et d'évaluer dans quelle mesure donc ces thérapies vont aider les personnes, comme je le disais tout à l'heure, à d'une part mieux vivre leurs difficultés, mais aussi à terme, on l'espère évidemment, récupérer un maximum de fonctions. Et donc il y aura cette évaluation à différents temps. Et donc le rôle des neuropsychologues dans le projet va être de faire une évaluation plus systématique et psychométrique des récupérations des personnes. Merci. On va regarder une dernière vidéo. En fait, on le comprend, en fin de traitement ou au post-traitement, les patients et les patientes, ils ont des besoins spécifiques. Vincent Richard, vous êtes à l'initiative du centre EOL, qui est une illustration en fait d'une prise en charge pluridisciplinaire pour l'après-traitement. Je propose qu'on en parle après. On va regarder la vidéo. Je pense qu'il y a une demande des patients. Et donc, ce qu'on voudrait, nous, effectivement, c'est de pouvoir leur permettre de rencontrer leurs besoins, mais dans un cadre sécurisé. La philosophie du centre médical EOL se rattache à la philosophie des soins supportifs. Les soins supportifs sont tous les soins que l'on tente d'apporter aux patients cancéreux dès le moment de leur diagnostic, pendant leur traitement et après la phase aiguë des traitements. Et on essaie effectivement de les aider au mieux par diverses thérapies. La consultation ChemoBrain au centre EOL, elle va se centrer sur les patientes atteintes de cancer du sein avec des plaintes cognitives. Et donc c'est assez logiquement que la consultation ChemoBrain est venue se joindre à tout le panel de professionnels de la santé qui composent déjà le centre EOL. Donc je pense à l'oncologie, à la gastroentérologie, à l'ostéopathie, à la kinésithérapie, à la psychologie, mais aussi à d'autres types d'activités ou de thérapies alternatives, qui sont des activités qui ont fait leur preuve en fait, dans l'induction d'un état de relaxation, dans la gestion du stress, dans la diminution de l'anxiété. Je donne des cours de yoga au centre EOL. Je suis également enseignante en tai chi et je donne cours dans ce centre EOL. Le yoga permet une pratique saine et à travers cette pratique saine de vie, ça permet vraiment de se reconnecter à son corps, son propre corps, avec la maladie qui nous a traversés, de se voir et s'assumer en tant que tel, ayant eu un cancer, de reprendre confiance en soi aussi. Les différentes disciplines qui sont ici nous permettent non seulement d'avoir des personnes qui sont des scientifiques, donc qui peuvent effectivement vérifier les bienfaits tout au cours des différentes séances, mais également pouvoir discuter entre elles de la conjonction des différentes pratiques et de les évaluer. Et elle se co-construit avec les patients qui sont aussi des acteurs. Je pouvais me ressourcer aussi, rester en communication avec les autres, ce qui moralement était excessivement important. Ça permet, je pense surtout, de se réconcilier avec son propre corps, dans sa souffrance et dans les difficultés que ça peut représenter, de vivre les changements qui sont provoqués par la maladie et par les soins. Je pense qu'il y a une demande. Je pense qu'il y a une demande des patients. Et donc, ce qu'on voudrait, nous... Merci pour cette animation parfaite. Du coup, je perds le fil.
on entend dans la vidéo, se réconcilier avec son corps, réconcilier la tête, le cœur et le corps, c'est l'ambition du centre EOL. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme en matière de centre? Les patients, il y a quand même des maisons de santé où ils peuvent aller, et quelle serait du coup la plus-value ou la différence que vous proposez? Mais en fait, rien n'est très structuré. D'accord. Il existe par contre des maisons bien-être ou mieux-être qui sont souvent liées à une structure hospitalière, qui font parfois partie intégrante physiquement de l'hôpital. Les hôpitaux financent ça sur leurs propres fonds, il n'y a aucun subside pour ça. Et là, on essaie effectivement de se faire rencontrer des gens, parce que la technique de groupe, la dynamique de groupe fonctionne assez bien pour ce genre de situation, de gens qui sont un peu perdus dans l'après-cancer. Le centre EOL, c'est le centre médical EOL. Les maisons mieux-être ne sont pas des centres médicaux. Et donc, on essaie d'apporter, notamment sur la thématique ChemoBrain, une réponse à cette demande. C'est ce que je disais dans l'introduction. Il y a une demande. Et les patients risquent à ce moment-là d'aller un peu n'importe où, faire n'importe quoi. Ouais. Et donc, il y a effectivement des gens qui, malheureusement, en profitent. Et là, on entre dans des médecines parallèles, alternatives, etc. Et ça existe, malheureusement. On en parle aussi en radiothérapie pour les séquelles des radiothérapies, les coupeurs de feu, hein, ça existe. Ça se fait parfois par téléphone contre 100 €. J'ai déjà eu le cas. Donc, il y a toute une médecine comme ça, médecine, qui s'intitule médecine et dans lesquelles les patients peuvent un peu tomber dans le piège. Et donc, nous, on essaie d'apporter une solution quand même, comme j'ai dit, sécurisante. Et en ce qui concerne le ChemoBrain, de mettre une consultation structurée, ce qui n'existe pas non plus dans les hôpitaux, enfin, à ma connaissance en tout cas, et localement. Parce que quand on s'adresse aux neuropsychologues dans les hôpitaux, non. Parce qu'il n'y a pas de remboursement, parce qu'il y a un test ou une batterie de tests, c'est remboursé une fois dans toute la vie du patient, et on ne peut pas le répéter. Et donc, on peut comprendre qu'effectivement, c'est compliqué. Il n'y a pas non plus de thérapie qui ait été vraiment validée, sauf l'exercice physique. Donc, simplement, la marche. Il ne faut pas une salle de gym extraordinaire. Faire de la marche régulièrement, ça peut aider dans le ChemoBrain. Il y a aussi, par ailleurs, des solutions plus mind-body. On a vu le yoga, par exemple, on a vu le tai chi. Il y a des études qui ont été faites, qui sont controversées parce que de petite taille, parce qu'il y a des biais, etc. Mais il y a quand même un certain impact positif. Et nous, ce qu'on voudrait d'abord essayer de mieux comprendre, c'est la structure de ce ChemoBrain. Et ça, on va aussi le faire avec Giovanni Briganti, qui n'est pas là ce soir, mais on a déjà bien parlé. Et essayer de comprendre cette structure avec les tests, et puis d'apporter des solutions, également avec un versant biologique, notamment avec les cytokines. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos contributions respectives. Je terminerai cette conversation en me tournant vers vous, Anne-Émilie de Clèves. C'est vrai qu'on a pu l'observer tout au long de cette soirée. La collaboration entre les disciplines, elle est indispensable, elle est primordiale pour un traitement optimal du patient. Et pour faire avancer les choses, la création de ces synergies, elle est entre les différentes institutions, entre les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques, les universités. Tous ces acteurs, ils sont demandeurs de synergie. Comment ça se passe ? Merci, oui. Donc, en effet, finalement, dans la vidéo, on a parlé ici de pluridisciplinarité autour du patient. L'Institut, c'est le même principe, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit que c'est un regroupement de compétences humaines. On a au sein de notre Institut des profils d'experts qui viennent d'horizons différents. Et d'ailleurs, l'exemple est ici présent. On a des psychologues, on a des sociologues, on a des pharmaciens, des médecins, des biologistes, des chimistes, des ingénieurs. Donc, finalement, on a toute une série d'experts qui vont œuvrer vers une dynamique et une expertise bien particulière. Alors, comme on a dit tantôt, les instituts, c'est vraiment le point central pour créer ces synergies. Et bien entendu, nous sommes demandeurs d'aller sur le terrain pour bien comprendre le terrain, comprendre les besoins du terrain. Ça renforce évidemment nos recherches, ça les rend beaucoup plus pertinentes aussi. Et finalement, c'est aussi un win-win aussi, puisque de l'autre côté, les acteurs
tels que les médecins, sont parfois confrontés aussi à des questions, à des besoins technologiques par exemple, et donc ils s'adressent à nous pour venir chercher chez nous des technologies, des méthodologies qui peuvent leur servir. Et ce regroupement de compétences que nous avons, ça permet aussi évidemment d'enrichir ces projets. On a pris l'exemple du ChemoBrain, mais finalement ce projet est né au sein de l'Institut Santé avec différents profils. On a évidemment Laurent qui est ici présent pour parler des aspects neurologiques, mais ça sous-entend que brain, ça veut dire aussi les neurosciences, donc ça veut dire qu'on a aussi d'autres chercheurs biologistes dans le domaine qui œuvrent, des parties plus biologiques, oncologiques aussi. Donc voilà, donc oui, forcément, on est bien sûr demandeur et je pense que c'est un vrai partenariat où chacun peut se retrouver par rapport à ses compétences et ses expertises. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos échanges. Donc, merci aussi pour votre écoute. Je voudrais vous laisser la parole maintenant pour vous laisser poser des questions. Je ne sais pas si vous avez noté des questions ou préparé des questions pendant cette heure et demie que vous voudriez adresser à qui que ce soit et sur toutes les thématiques abordées ce soir. Il y a des micros qui peuvent circuler. Alors, la première question étant la plus difficile à trouver. Qui se lance? Oui, Marc. Je ne suis pas du tout médecin, donc c'est une question naïve, mais je ne dois pas être le seul naïf dans la salle, j'imagine. On a beaucoup parlé des métastases, et évidemment, comme vous l'avez dit, tout le monde a eu des gens touchés par le cancer et donc avait cette peur des métastases. Est-ce qu'il y a des études qui analysent pas seulement le processus de métastase, mais où elles vont? Parce que quand on parle de métastases aux patients, et je pense notamment aux poumons, parce que j'ai un peu tristement l'impression que beaucoup de métastases, peu importe d'où on commence le cancer, finissent vers le poumon. Enfin, je dis ça, je n'ai aucune idée si c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, n'hésitez pas à dire que c'est faux, je n'y connais rien. Donc, mais je veux dire, est-ce qu'on sait qu'il y a des organes qui sont, entre guillemets, il n'arrivera jamais rien, et d'autres qui, au contraire, sont très à risque? Enfin, est-ce qu'on fait des recherches là-dessus, et où est-ce qu'on en est dans ce genre de recherche? Parce que je pense que les patients, eux, c'est vraiment une question qui les importe énormément de savoir si on a regardé au bon endroit, ou en tout cas, à quoi ils doivent être attentifs, notamment pour un diagnostic futur. Merci pour cette question. Donc, comme je disais, je vais me lancer. Vous avez tout à fait raison, il y a des organes qui sont plus récepteurs. Et on se dit pourquoi, puisque les cellules tumorales circulent dans le sang, donc forcément passent partout. Et pourquoi? Je ne dis pas qu'il y a des endroits vraiment où il n'y a jamais de métastase, mais c'est toujours, comme vous dites, les poumons, le foie, le cerveau, etc. Et donc, ça a été très très bien montré dans plusieurs études qu'effectivement, il y a des interactions entre les cellules tumorales et le milieu accueillant. Et donc, elles passent, et puis finalement, malheureusement, elles s'y sentent bien. Il y a vraiment un micro-environnement qui fait en sorte qu'elles vont se développer et continuer à progresser. Et par exemple, il y a des études très intéressantes qui ont été faites, parce que voilà, les cliniciens qui sont à côté de moi savent parfaitement qu'un traitement, même une chimiothérapie, ne fonctionne pas sur toutes les métastases. Et on se dit, mais pourquoi? C'est la même tumeur au départ, par exemple un cancer du poumon, puis il y a une métastase cérébrale, une métastase hépatique, par exemple. On fait une chimiothérapie, ça marche sur la métastase hépatique, ça marche sur le poumon et ça ne marche pas sur le cerveau. Alors le cerveau, en plus, c'est un organe particulier puisqu'il a son environnement, etc. Donc ça, c'est encore quelque chose. Et maintenant, il y a des très, très belles études qui ont été faites où, chez un patient, malheureusement, ça ne peut se faire que sur les patients décédés, parce que ce que l'on fait, c'est qu'on prélève vraiment toutes les différentes métastases. Ça ne peut pas se faire, évidemment, éthiquement, du vivant du patient, ça n'a pas de sens, puisque c'est des prélèvements pour la recherche. Et vraiment, on a montré qu'elles n'étaient pas les mêmes, que vraiment, elles avaient un fonctionnement différent, parce que, comme l'a dit, je ne sais plus c'est toi, je pense, le micro-environnement est très, très important. Et c'est vrai qu'on a beaucoup étudié les cellules cancéreuses, parce que, voilà, on s'est dit, c'est ça qui est agressif. Mais on se rend compte que toutes les cellules normales autour, parce que je dis bien que c'est les cellules normales, elles interviennent, elles aident, parfois elles combattent, mais parfois elles favorisent le développement du cancer. Et donc, comme vous dites, effectivement, il y a clairement, et c'est un sujet de recherche, parce que la prostate, par exemple, c'est des métastases osseuses, c'est vraiment ça qu'on va aller rechercher. Et voilà, parfois on n'a pas d'explication. Je me tourne vers mes collègues. Merci. Non, effectivement, il n'y a pas d'explication. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus. Effectivement, la prostate va donner majoritairement des métastases osseuses.
On a fait des études sur ça il y a quelques années, je n'y suis plus maintenant, où l'on montrait effectivement que les cellules capables de former ces métastases osseuses étaient des cellules qui s'habituaient à cet environnement osseux. Et donc il y a un ostéotropisme qui est associé à un ostéomimétisme des cellules, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses vont mimer les cellules osseuses et ça va aussi permettre de les attirer. Et on a actuellement un travail justement avec le réseau HUB, Institut Bordet, et Nadège-Kin qui est dans la salle, où on étudie le développement des métastases cérébrales dans ce cas-là. Et là, on est sur une problématique importante, peut-être plus au niveau cognitif encore que les métastases osseuses, sûrement. Et là, on passe, mais ça se fait in vitro, mais dans différents modèles successifs, on passe les cellules tumorales de manière à les rendre plus associées à un environnement cérébral. Et on voit que dans ces tumeurs, on a des changements au niveau de l'expression des gènes, au niveau du métabolisme. Donc l'environnement clairement modifie les caractéristiques de ces cellules. Et en faisant des recherches comme celle-là, le but est de pouvoir prédire quels sont les gènes qui vont être associés à cette formation de métastases dans le cerveau par exemple, et de pouvoir le bloquer avant que les métastases n'apparaissent. C'est un peu les études qui sont menées actuellement. Donc pour répondre aussi à la question, on a des données statistiques qui nous font dire que tel type de tumeur, effectivement, dans tel organe, va plutôt donner des métastases à tel endroit. Et donc parfois on entend des gens dire « Ah mais tiens, moi j'ai eu un cancer du sein, on ne m'a pas fait de PET scan dans mon bilan, alors que c'est une tumeur localisée, et dans d'autres hôpitaux où on a fait un PET scan. » Donc il faut savoir qu'on ne va pas faire des examens tous azimuts tout le temps non plus. D'abord parce que c'est toxique pour le patient, parce que c'est coûteux, etc. Et on sait très bien qu'il y a peu de risques que. Non, c'est jamais absolu, évidemment. Et une deuxième chose que je voulais dire, on parlait tout à l'heure du renforcement. Par exemple, les métastases osseuses, on peut diminuer leur fréquence en donnant du dénosumab. Le dénosumab, c'est un anticorps monoclonal qui va aller freiner la destruction osseuse. Et donc là, c'est un organe qui est en constant équilibre de construction-déconstruction. Et en donnant le dénosumab, on va renforcer la construction. On le donne aussi dans l'ostéoporose, tout simplement. Et on a remarqué dans certaines études qu'en donnant cette molécule, qui est un médicament à disposition, on diminuait la fréquence des métastases osseuses alors qu'il y en avait donc chez les patients qui le recevaient. Donc, on renforce l'os, il se défend mieux, pour faire simple. Merci. Une autre question? Ah, là-bas au fond. Merci à tous les présentateurs. Moi, j'ai juste une petite question par rapport aux nanoparticules. Vous pouvez parler un peu plus près du micro, si possible. Il fonctionne, mais il faut le mettre un peu plus près de la bouche. OK. Donc, par rapport aux nanoparticules, vu qu'ils ont une réaction ciblée sur les cellules tumorales, est-ce que plus tard, on pourra dire que ces nanoparticules permettra de réduire la dose de prescription thérapeutique pour un type de cancer? Merci. Oui, effectivement, c'est l'idée qu'on peut avoir initialement, mais après avoir discuté longuement avec Sarah, elle me disait justement que réduire la dose actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire, parce que la dose est supportée. Par contre, on peut augmenter l'efficacité du traitement en utilisant ces nanoparticules. Et c'est plus dans ce sens-là qu'on les utiliserait, en tout cas dans un premier temps. Vous pouvez... Ouais. Oui. Non, je suis d'accord avec Fabrice. Première idée est d'essayer de voir s'ils peuvent augmenter l'efficacité du traitement. Ça, c'est le plus important maintenant. Après, en fonction dans quelle pathologie on va l'utiliser, on pourrait voir si on peut optimiser la dose totale qu'on va utiliser. Mais ça, c'est vraiment encore en deuxième phase, éventuellement. Déjà, avoir un traitement plus efficace, avec moins de toxicité et un ciblage qui est meilleur. Je pense que ça, c'est l'idée principale de la théorie. Je voulais juste ajouter que c'était effectivement là qu'on voit tout l'intérêt de cette collaboration avec un hôpital, c'est que là, ils ont des protocoles bien standardisés et se posent des questions auxquelles on essaye de répondre au niveau du laboratoire. Le laboratoire, on peut se disperser vraiment dans toute une série de domaines, alors que là, si on a une question clinique qui est claire, on essaye d'y répondre le plus précisément possible avec une application qui paraît plus rapide, même si, comme le disait tout à l'heure Bertrand, ça peut prendre 10 ans. Oui.
Merci. Donc, une des choses les plus intrigantes pour moi, c'est le facteur qui induit le cancer. Donc, on l'a vu, il y a différents faits donc, alimentaires, etc. Et je me demandais, donc, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a une alimentation particulière ou des nutriments particuliers qui favorisent le développement d'un cancer? Donc, oui, il y a des facteurs de risque, effectivement, qui sont liés à l'alimentation. Dans l'alimentation, par exemple, l'alcool est un facteur favorisant. Donc, une consommation chronique d'alcool va augmenter notablement le risque d'un certain nombre de cancers. Alors, on pense souvent au cancer du foie, par exemple. Oui, certes, mais aussi, par exemple, le cancer du sein. Parce que, pourquoi? Là, on n'a pas trop de réponses précises. Ça peut être un effet toxique de la molécule elle-même, mais ça peut être aussi une prise de poids. Et la prise de poids va favoriser les cancers du sein. Alors, il y a aussi des aliments. On a dit que manger trop de protéines, ça pouvait accroître le risque de cancer du côlon, etc. C'est des choses qui ne sont pas toujours bien balisées, même si quand même il y a des tendances. Donc alors, une alimentation qui protégerait contre le cancer, là c'est encore un peu plus fumeux, si j'ose dire. Alors, oui. Je pense qu'il est intéressant aussi, c'est de souligner l'activité physique. Je pense avoir une vie au plus saine possible, pas manger trop de choses sucrées, éviter un peu la graisse et surtout aussi une activité physique. Ça, c'est également, ça améliore le poids, l'obésité, ça c'est des points importants aussi. Oui, merci beaucoup pour ce beau panel et ces explications bien claires pour le grand public. Moi, je voulais quand même je suis frappé quand même par deux choses. Une des premières, c'est notamment le hasard de la découverte de certaines choses, de certains progrès. Il faut quand même reconnaître que la bave de crapaud n'est pas la première chose auquel on va penser pour lutter contre le cancer. On n'y est pas encore tout à fait. Vous avez bien montré les limites et l'élémentaire prudence qu'il faut avoir avant de créer des espoirs grâce à nos amis les crapauds. Mais dans des tas d'autres domaines aussi, c'est souvent un terme un peu compliqué, la sérendipité. Par hasard, on découvre que telle molécule a un effet. Et donc, de l'importance fondamentale, et vous l'avez magnifiquement démontré ce soir, de la transversalité de vos connaissances et des disciplines. Et notamment, il y a même des ingénieurs, il y a des biostatisticiens, il y a des cliniciens, enfin, ça c'est vraiment formidable. Et de l'importance aussi d'avoir des échanges entre les cliniciens et les chercheurs. Et deuxième remarque, on est quand même ici à l'université, il y a le Télévis qui est là derrière nous, il y a le FNRS. Tout ça coûte horriblement cher et il faut quand même rappeler au public que c'est fondamental de soutenir la recherche et de la financer. Elle est extrêmement mal financée dans notre pays et donc ce sont des associations tout à fait formidables qui, par des initiatives privées, soutiennent la recherche. Mais je vous assure, c'est vraiment important d'être solidaire pour faire avancer les choses. Merci. Merci pour vos remarques. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Est-ce qu'il y a encore une question, peut-être une dernière question? Moi, j'avais une question. Oui, Francisco. On a l'impression que les cancers sont en recrudescence. Alors, certains disent parce qu'on les détecte mieux. Puis, on voit ici des études qui commencent par rapport au cancer chez les tout jeunes. Est-ce qu'on pourrait faire un point rapide sur ces questions-là? Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est l'amélioration de la détection? Bien, il y a vraiment un effet qui est mis en avant? Alors, je pense qu'il y a une incidence qui augmente, ça c'est clair. Les chiffres sont là. On a vu les chiffres tout à l'heure, je pense, c'est 70 000 nouveaux cas de cancer par an en Belgique en 2022. Je pense qu'en 2023, c'est 80 000. Donc, il y a une augmentation claire et nette. On est les champions, malheureusement, cancer du sein en Europe, ici en Belgique, puisque c'est une femme sur 8 environ qui risque au cours de sa vie de développer un cancer du sein. Et donc, on est vraiment à un des taux les plus élevés en Europe
pourquoi la Belgique, enfin, je pense qu'on ne peut pas répondre. Donc clairement, il y a une augmentation du nombre de cas de tous les cancers en général, et au niveau mondial, ça se retrouve aussi. Et donc c'est probablement un certain mode de vie qui s'installe, on a parlé tout à l'heure des facteurs de risque à nouveau, et qui fait qu'effectivement il y a plus de cancers, il y a la pollution en général qui peut jouer un rôle aussi. Mais alors on ne sait peut-être pas modifier l'atmosphère comme on veut, le climat c'est déjà compliqué, mais peut-être que nous-mêmes individuellement on peut déjà agir en faisant attention à certaines choses. On a évoqué tout à l'heure le sport par exemple, et ne pas prendre trop de poids, ne pas consommer de trop chroniquement certaines substances, ne pas fumer. Donc je crois qu'à notre niveau individuel on peut déjà agir contre ça. Merci. Fabrice. Je veux juste peut-être ajouter, c'est qu'on est aussi dans des pays où la population vieillit de plus en plus. Et effectivement, on voyait que c'est dans 2/3 des cas que l'on a le plus haut taux de cancer. Enfin, après 65 ans qu'on a le plus de cancers. Donc, avec le vieillissement de la population, ça va faire augmenter aussi le nombre de cancers. Et d'un autre côté, et ça c'est grâce aux cliniciens, on a des méthodes de dépistage qui sont de plus en plus classiques, courantes, et qui sont bienvenues pour pouvoir détecter des cancers plus précoces. Et donc ça augmente aussi le nombre de cancers annuellement. Oui, ça, je pense que c'est un point qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder, c'est le dépistage. Oui, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'au on a parlé des thérapies, mais je pense que vous serez d'accord avec moi qu'au plus tôt c'est pris dans la maladie, au mieux on a des chances de survie. Et donc ça, c'est vrai que c'est un message que les médecins doivent faire passer à leur patientèle, parce que il y en a qui se disent, bah voilà, je vais pas chez le médecin, je suis pas malade. Non, on n'est pas malade. C'est justement, on essaie d'attraper la maladie avant d'être malade, avant d'avoir des symptômes. Oui. Et là, on a vraiment alors à ce moment-là, des réponses qui sont, enfin, des guérisons même. Parce que voilà, on a réussi à prendre la maladie très très tôt dans son développement. Elle n'a pas encore eu le temps d'être agressive. Et donc ça, c'est vraiment un point important, je pense. Vous m'expliquez ça en préparant cette conférence, que c'est justement cette phase où la maladie est invisible. Absolument, en fait, où il n'y a pas, en cas de cancer du sein, il n'y a pas de petites boules palpables. Exactement. Et donc, c'est d'où l'importance d'aller faire une mammographie, parce que des femmes disent, oui, mais enfin, j'ai rien, je vais aller faire une mammographie. Mais si, parce que peut-être que tu as quelque chose qui est indétectable au niveau clinique, au niveau symptômes. Et voilà, et on va trouver à ce moment-là un traitement qui est tout à fait efficace. Parfait. Tout à fait d'accord. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mais je pense qu'on va... Je n'en vois pas. Ah, pardon. Je regardais plus loin. Ça va être la dernière question. Bonsoir. Voilà, je ne suis pas médecin non plus. J'aurais voulu savoir au niveau plutôt psychologique, justement, accompagnement des malades, et ça a un impact aussi sur les familles en général aussi. Est-ce que déjà les médecins, dans leur formation, maintenant, sont plus orientés vers un soutien à ce niveau-là aussi? Parce que voilà, c'est peut-être pas toujours évident non plus de traiter le physique et le psychologique en même temps. Et est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il y aura plus d'ouverture justement dans les services pour des soutiens justement psychothérapeutiques, quoi, aussi bien pour la famille que pour le patient? Oui, merci pour votre question. Alors concernant la formation médicale, je ne suis peut-être pas le mieux positionné pour répondre, mais en tout cas, rassurez-vous, effectivement, dans les études en sciences médicales, il y a une sensibilisation aux dimensions psychologiques, il y a des cours de psychologie médicale, donc durant le cursus, il y a cette approche qui est proposée. Maintenant, plus précisément, les collègues pourront répondre mieux que moi sur le contenu. Maintenant, donc, concernant l'impact au niveau familial, vous avez raison. Donc, on sait que la psychoéducation, comme on l'appelle, est quelque chose qui est extrêmement précieux pour que les familles puissent mieux comprendre les impacts, certes médicaux, mais aussi psychologiques que la maladie peut provoquer. Il existe des groupes de parole qui sont organisés, maintenant sans doute pas partout, sans doute pas suffisamment. Et ça, effectivement, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur une amélioration quand même de la prise en considération des problématiques psychologiques qui certes ne guérissent
pas le cancer, mais qui sont fondamentales dans la vie quotidienne, dans la qualité de vie du patient. C'est quelque chose qui est quand même de plus en plus sensible aujourd'hui dans le secteur de l'aide au niveau du cancer. Donc ça progresse, mais vous avez raison, il y a encore un gros travail malgré tout de développer ces groupes de parole. Je ne sais pas si à Ambroise Paré vous en organisez. Non, ben voilà, donc appel à Ambroise Paré pour faire ce genre d'action, parce qu'on sait que ça a des effets importants. J'évoquais tout à l'heure la résilience, l'importance pour le patient de savoir qu'on peut se battre, qu'on peut y arriver, qu'il y a moyen qu'il existe des thérapies, des processus qu'on peut mettre en place pour soutenir la personne dans ses difficultés quotidiennes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est, comme vous le dites, extrêmement important pour la formation médicale. Je vais peut-être d'abord répondre. Je pense dans beaucoup de services d'oncologie, radiothérapie actuellement, il y a un soutien par un psychologue qui existe. C'est pour le patient et également pour la famille, pour les enfants, parce que c'est vrai, c'est tout l'entourage du patient qui souffre et l'un veut un peu cacher ses symptômes, c'est pas toujours évident. Donc je pense, si dans tout le parcours du traitement, il y a les possibilités au moment du diagnostic. Également la patiente, elle a beaucoup de soutien d'une coordinatrice d'infirmières. Par pathologie, il y a maintenant des infirmières référentes qui ont vraiment cette tâche et qui font ça particulièrement bien, qui est vraiment la personne de liance entre le médecin et le patient. Donc voilà, et à chaque moment de son parcours de traitement, on peut toujours encore faire appel à ce psychologue. C'est pas parce qu'on n'a pas eu besoin de ça au départ ou au stade précoce de la maladie qu'on ne peut pas faire un appel à la fin, parce que parfois c'est souvent quand tous les traitements ont fini qu'à ce moment-là, ça devient lourd et ça commence à peser et c'est parfois pas évident. Ce qui me concerne, je ne sais pas quelle est la formation ici à l'université Mons. Moi, j'ai fait mes études à la KUL, à Leuven, et j'ai jamais eu vraiment des cours comment il faut aborder, soutenir les patients, leur aider avec tous les problèmes psychologiques. Malheureusement, il y a maintenant déjà, il y a 20 ans presque, mais c'est vraiment en faisant des petits cours un peu durant la vie pratique, mais la formation, là, il y a certainement une lacune et on peut encore beaucoup apprendre, je pense. Ouais. Pour revenir sur les groupes de parole, j'avais déjà demandé à nos oncopsychologues s'ils ne voulaient pas organiser ça. Ils sont un peu réticents, je ne sais pas pourquoi, c'est pas facile, je pense, parce qu'un groupe de parole, ça peut vite partir n'importe comment. Et donc, ils n'étaient pas très demandeuses de faire ça. Quant à la formation, je répondrai comme toi, même si c'est encore plus ancien, mais on n'a pas vraiment une formation spécifique. Je ne sais pas ce qui est prévu maintenant dans les cours de master, mais voilà, ça s'apprend un peu sur le tas, si j'ose dire, ce qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs pour le médecin non plus. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Il y a encore une question, mais qu'est-ce qu'on fait? Allez, une petite dernière. Oui, désolé monsieur, j'avais pas vu la dame derrière vous, je pensais à monsieur devant. Oui, bonsoir. Moi, je ne suis pas médecin non plus, loin de là, mais justement, ma question est peut-être bête, je ne sais pas. Je voulais savoir, en traitement, on parle d'immunothérapie, et je me demandais si, en boostant son immunité au préalable, dans l'alimentation de tous les jours, je ne sais pas comment, si on peut éviter quand même de choper un cancer, de développer un cancer, plutôt. Alors, j'ai été clair? Tout à fait clair, oui. Voilà. Tu peux répondre alors. Donc, il n'y a rien de démontré dans un type alimentaire ou des suppléments alimentaires qui pourraient effectivement venir booster l'immunité. Je ne sais pas très bien ce que veut dire booster l'immunité, comment on mesure ça avec une alimentation. Donc, voilà, je ne suis pas immunologue, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne sais pas comment on va montrer qu'une immunité est meilleure
en prenant telle ou telle chose. Comment on mesure ça déjà? Donc, il n'y a pas d'étude qui va démontrer qu'effectivement, en prenant tel ou tel oligo-élément ou complément alimentaire, on va avoir une meilleure immunité et on va mieux se protéger contre la survenue d'un cancer. Même chose, malheureusement, quand un cancer est là, oui, il y a les immunothérapies dont on a parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas non plus de choses prouvées dans l'alimentation notamment qui pourraient venir renforcer cette immunité. On a dit que la vitamine D, donner de la vitamine D pouvait effectivement renforcer cette immunité. On a quelques études qui en parlent, mais ce n'est pas très précis et très bien prouvé. Il ne faut pas oublier non plus que la vitamine D, donnée à plus forte dose, peut potentiellement aussi être toxique. Merci. Voilà, c'est la fin de cette soirée. Je vais donner le mot de la fin à Anne-Émilie. Je vous remercie pour votre écoute et vos échanges. Voilà, donc on arrive au bout de cette soirée. Je vais peut-être en effet conclure l'événement et peut-être revenir sur un terme qui a été utilisé dans la dernière vidéo, qui est donc le terme de co-construction. Et donc je pense que ça a été bien défini et représenté justement dans la prise en charge du patient sous des aspects de disciplines différents, aussi bien du patient et, comme on l'a compris aussi, de l'entourage. Et finalement, cette co-construction, c'est ce que l'on fait aussi à l'université, puisque vous avez compris au travers des échanges de ce soir qu'on a ces partenariats avec les hôpitaux notamment, et donc on démarre avec une question qui est, et parfois avec une simple découverte, hein, comme dans les venins de crapaud, où on s'interroge sur un aspect biologique qu'on confronte avec nos collègues sur le campus, qu'on confronte ensuite avec nos partenaires des autres secteurs, hôpitaux et autres. Et puis on va construire dans notre laboratoire les démarches expérimentales, et je vais rappeler quand même que ces démarches expérimentales, elles vont commencer au départ avec nos jeunes chercheurs, et je vais déjà commencer par les remerciements finalement, parce qu'on a vu pas mal de nos jeunes chercheurs au travers des vidéos, donc nos jeunes mémorants, nos doctorants, qui vont s'acharner pendant 1 an, pendant 4 ans à construire ces projets de recherche, à aboutir à des résultats. Et ces résultats, vous avez compris que parfois il faut 10 ans, et encore quand c'est 10 ans c'est très bien, parfois c'est beaucoup plus long, pour les amener encore au-delà vers vraiment un biomarqueur, vers une nouvelle thérapie. Mais tout ça, voilà, c'est tout ce processus de tous ces experts au départ des universités, des laboratoires, jusqu'à finalement la mise sur le marché, l'utilisation par les professionnels de la santé qui est important à souligner. Et donc ça passe par nos jeunes chercheurs, et encore je profite parce que je vois pas mal d'étudiants présents dans l'auditoire. Ça fait plaisir bien sûr, parce que j'imagine que d'ici quelques années peut-être, c'est vous qui serez là assis, hein, n'est-ce pas? Et moi je serai là par contre, vous gérerez les vidéos, moi je vous écouterai parler. Et donc voilà, parce que c'est eux évidemment les futurs acteurs aussi du moment. Alors encore quelques minutes pour faire les remerciements. Les remerciements d'abord à nos partenaires, les quelques hôpitaux représentés ici, mais il y en a bien d'autres bien sûr, donc l'hôpital Elora notamment, Epicura, le centre médical EOL comme ça a été discuté, et aussi l'hôpital Bordé notamment. Un partenaire incontournable, c'est bien sûr le MUMONS, c'est Extension UMONS avec toute son équipe formidable qui nous aide à construire ces événements. Bien sûr, le Télévis, vous avez compris, et je rebondis sur un commentaire du professeur Jean Ducobu, la recherche, ça coûte bien sûr énormément, et donc il faut pouvoir la soutenir. Vous avez vu qu'on a avec nous des jobistes qui sont là aussi avec des ventes de produits du Télévis, donc ça vaut peut-être le coup de passer par là pour faire bénéficier toutes ces recherches. Alors en termes aussi des différents acteurs de ce soir, je vais remercier tous les orateurs d'avoir répondu présent à notre appel et d'avoir permis ces échanges qui étaient nombreux et qui étaient extrêmement constructifs. Donc merci à vous tous. Merci à Stéphanie bien sûr aussi qui répond
aussi toujours présente à l'appel. Il faut savoir aussi que pour elle, c'est un travail de plusieurs semaines, de rencontrer chaque intervenant, de comprendre, d'abord de comprendre la science qu'il y a derrière, ce qui est peut-être pas évident non plus, et d'en extirper les mots-clés pour pouvoir ensuite vous transmettre ces informations. Je remercie toutes les personnes qui ont participé aux capsules vidéo, et j'irai peut-être déjà à une des dernières lignes de ma diapositive, c'est en remerciant Damiano d'avoir fait toutes ces capsules vidéo, d'avoir passé beaucoup de temps avec nous dans la réalisation. Donc Damiano est membre de notre cellule de valorisation de la recherche et c'est lui qui a géré toute cette capsule. Tous les jeunes chercheurs, je les remercie encore une fois pour leur présentation. C'est pas facile pour eux non plus de faire cet exercice de vulgarisation et encore moins devant une caméra avec des questions qu'on se demande parfois d'où elles sortent. Donc ça, c'est aussi un exercice compliqué. Merci à ces jeunes. Le Mumons, j'ai déjà dit, Francesco et toute son équipe. Merci aux jobistes aussi présents et puis aussi à tous les autres acteurs que l'on ne voit pas nécessairement, mais tous ceux qui nous aident pour les présentations, pour tout ce qui est dans la coordination de l'audiovisuel notamment. Et puis on ne va pas en rester là parce qu'il y a peut-être encore des questions à poser. Nos experts vont rester un petit peu. On a les jeunes chercheurs qui sont présents et donc je vous invite tous à nous suivre un petit peu plus haut dans le forum. C'est quelques marches au-dessus d'ici pour profiter d'un petit verre ensemble pour qu'on puisse encore en parler. Et je vous remercie aussi, vous public, de votre présence ce soir. Merci à tous.